j'ai trop entendu sur les bords de terrain, ne sors pas, tu vas te faire lober, ne sors pas, tu vas te faire lober. Et ça, tu peux pas savoir comme ça. Ça me fait mal, moi, quand j'entends des choses comme ça. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, je reçois le responsable des gardiens d'un pôle espoir en France, là où la Fédération française de football forme les jeunes qu'elle considère avec le plus grand potentiel. Et du potentiel, mon invité a dû en gérer et l'exploiter quand il entraînait des gardiens de Ligue 1. Bonjour Christophe Miranda. Salut Alex. Alors, tu formes aujourd'hui des gardiens au pôle espoir Grand Est, mais aussi à l'AS Nancy-Lorraine au centre de formation, et tu as créé ta propre académie des gardiens volants. On va revenir sur ta passion, sur la formation française, sur le contenu de tes séances et surtout sur ce qui m'intéresse le plus, c'est sur ta réflexion sur le gardien du futur. Mais avant ça, première question, c'est quoi un bon gardien de foot aujourd'hui en 2023 ? Un bon gardien de foot, aujourd'hui, c'est apporter de la sérénité déjà à son équipe. Aujourd'hui, un gardien avant de parler d'arrêt décisif, c'est avec le jeu au pied, être connecté avec ses partenaires et transmettre du charisme. Et les gardiens aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution, à la fois le jeu au pied et le côté décisif du poste. Quand vous regardez, quand tu es par exemple au pôle espoir, que vous faites les observations avec les gardiens que vous allez recruter ou même les gardiens pour juger leur évolution, c'est ce que vous regardez principalement avec les conseillers techniques, c'est la sérénité et aussi le côté décisif. Comment se passe la balance ? Alors c'est vrai que sur un jeune de 12-13 ans, la difficulté c'est de se projeter. C'est pas de regarder le gardien à l'instant T, c'est voir aussi sa marge de progression. Donc, alors bien sûr qu'il y a la composante morphologique, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres critères aussi qui rentrent en ligne de compte, comme ce côté joueur. En tout cas, moi, en tant que coach, en tant que formateur, c'est ma priorité d'avoir un gardien, un joueur qui ose, et s'il se trompe, ça va être voir aussi son attitude derrière. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et concernant l'évaluation des gardiens, quand on prend par exemple l'exemple du pôle, ce qui se passe juste avant les centres de formation, est-ce qu'il y a sur la sérénité, est-ce que des fois il y a des discussions entre l'entraîneur des gardiens qui a ce côté plus spécifique et les responsables qui eux ont une vision plus globale ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un côté plus spécifique à apporter sur ces réflexions-là ? Oui, naturellement, parce que le coach, lui, ce qu'il va regarder en priorité, c'est la parade, c'est l'arrêt, et limite même le côté spectaculaire, que l'œil du spectateur, entre guillemets, moyen, est capable de voir. Et nous, en tout cas, les coachs gardiens, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de recul. Et il y a des fois des situations, par exemple, où le gardien peut intervenir sur sa ligne, sur un centre, par exemple, et peut-être en tant que coach gardien, il y avait peut-être la place pour intervenir dans les airs, de défendre plus la zone que le but derrière soi. Donc voilà, c'est juste faire passer ces messages-là au coach quand il y a de l'échange. Tu vas en parler au tout début, c'est la connexion du gardien avec ses coéquipiers dans le jeu, avec et sans ballon. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en demande pas trop à un gardien de but ? C'est vrai qu'on demandait trop. Après, ça va être toujours le dosage du risque. Mais moi, c'est vrai que je vois sur les 3-4 dernières années, on voit au plus haut niveau, et je le vois même sur des retours de matchs que je peux avoir sur des jeunes de préformation, où je vois des gardiens,
Et je me serais dit 15-20 ans en arrière, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? À sortir, limite, à se retrouver ligne médiane, où il va? Mais aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, fais ton expérience, vis ton expérience. Aujourd'hui, tu as 13-14 ans. C'est maintenant que tu dois faire des erreurs. C'est maintenant que tu dois oser. Et c'est pas quand tu vas être en Ligue 1 où il va y avoir des enjeux énormes. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, chez les jeunes, il faut favoriser, il faut pas restreindre le gardien à se limiter, à faire juste des parades. Sur toute cette évolution-là, c'est sur 30 ans à peu près d'encadrement de gardien de but. Qu'est-ce qui a le plus évolué, même toi, dans la conception de tes séances, la donnée qui a le plus changé? Ben moi, c'est vrai que si me remémore mes exercices que je mettais en place à l'époque, tout au début, quand ça a commencé à l'AS Nancy-Lorraine, au centre de formation, et que je vois aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce que je fais avec d'autres gardiens, mais toujours dans le même club, avec le même public, le même âge, ça a complètement changé. Et limite aujourd'hui, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais en fait 20 ans en arrière à faire alors oui, les gammes techniques, c'est important, mais aujourd'hui, de trop mettre le gardien dans le confort sur des situations fermées, à un moment donné, ça a ses limites. Parce que la réalité, à un moment donné, c'est d'être capable de prendre des décisions où il y a de l'incertitude. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une autre image du gardien et du coup du coach que je suis devenu. Quand tu dis situation fermée, c'est répéter les prises de balles, 10, 15, 20, 30 prises de balles dans un Voilà. exercice sans qu'il y ait des situations qui ressemblent au match? Voilà, ouais, c'est ça. C'est voilà, un geste. Voilà, on doit répéter. Donc ça peut être, voilà, il y aura un travail de déplacement avant ce geste. Mais où le gardien, son cerveau, il travaille pas de la manière d'un match, en fait. Donc, alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. Attention, hein, moi aujourd'hui, après, ça reste mon avis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes et en match, et ça veut dire qu'à l'entraînement, à un moment donné, il faut le préparer à ça. Et c'est vrai que ces gammes techniques de manière fermée, en tout cas, moi je sais que je le fais de moins en moins. Je trouve que c'est très très limitant de faire que de la répétition de gamme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut en tout cas s'ouvrir. Alors après, oui, l'incertitude, à un moment donné, il faut aussi le mettre en confiance, le gardien, ça, il ne faut pas aussi oublier. Il ne faut pas qu'à un moment donné, on le frustre aussi dans une situation d'échec. C'est pour ça qu'après, c'est le dosage de la difficulté, de l'incertitude, qui doit nous permettre à un moment donné de nous dire, là, le curseur, il est trop élevé. Tu disais tout à l'heure que c'était ta vision du poste. Est-ce que, par exemple, quand vous êtes au pôle, est-ce qu'il y a une ligne directrice qui est guidée par la fédération là-dessus? Est-ce que vous vous rencontrez avec tous les responsables de pôle? Ou alors, après, c'est selon la région, selon le formateur, peut y avoir des différences qui dépendent de chaque éducateur avec ses idées à lui? Donc, pour revenir au pôle, donc moi c'est ma 4e année là que j'attaque au niveau de l'accompagnement des gardiens. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, moi je suis pas le seul à m'occuper des gardiens. C'est un peu la spécificité du pôle espoir à Nancy, c'est qu'il y a Jacques Mifsud. Alors c'est vrai que c'est la petite anecdote, c'est que Jacques Mifsud, ça a été mon coach de gardien quand j'étais à Nancy. Donc naturellement, il y a une relation très complice et où je sais le travail qu'il fait avec les gardiens et moi dire que je vais être complémentaire de ce qu'il fait. Pour revenir sur ta question sur les gardiens, les coachs gardiens dans les différents pôles, on a eu deux séminaires sur Clairefontaine où Franck Raviot, Gilles Fouage, donc les entraîneurs des gardiens de l'équipe de France masculine et féminine, voilà, donc qui nous ont fait passer le message. C'est aujourd'hui le gardien, il faut aussi l'accompagner avec l'équipe. Voilà, il y a l'aspect spécifique,
Mais je pense qu'aujourd'hui, la fédération, elle se rend compte que cette connexion, aujourd'hui, c'est indispensable. Aujourd'hui, le gardien, on ne peut pas le mettre à l'écart. Il faut qu'à un moment donné, oui, il y a des moments pour le gardien, mais il faut qu'il y ait ces moments qui soient de plus en plus importants sur une semaine avec le groupe. Donc à un moment donné où les spécifiques se sont mis en place, on sortait un peu les gardiens du groupe. Des fois même les séances étaient quand les joueurs faisaient autre chose, les gardiens étaient à part. Là l'idée maintenant il y a une évolution de le rattacher, de garder cet entraînement spécifique, mais de l'intégrer de plus en plus avec le jeu, c'est ça, que ça soit... Oui, alors après ça va être... alors il y a deux types de situations. C'est vrai qu'il y a la situation où notre équipe a la balle, où là, il faut trouver des connexions avec ses partenaires, se rendre disponible. Et quand notre équipe n'a pas la balle. Alors moi, ce qui est bien sur mon créneau du vendredi matin, je commence à 7h15 du matin. Avec les gardiens. Donc ça veut dire qu'à 7h15, en hiver, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Et je peux te dire qu'à 7h15, ils sont le vendredi. On est fin de semaine. Mais ils sont au taquet. Et cette énergie-là, naturellement, en tant que coach, on se doit de leur apporter de la matière pour que le week-end, ils soient en confiance. Et donc, moi, le vendredi matin, donc de 7h15 à 8h jusqu'à 8h. Parce qu'après, ils vont à l'école, c'est ça? Enfin, après, ils ont cours. Donc après, ils ont cours et cette séance du matin, ça me permet de passer une petite heure, voire plus, avec eux. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que, donc moi, il y a la partie échauffement qui peut durer jusqu'à 1 heure. Et derrière, c'est du transfert avec un travail des attaquants. Où là, on est sur des situations dynamiques avec, ça peut être des frappes éloignées, des frappes rapprochées. Où là, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, en tant que coach, on va pouvoir jouer plus sur le placement, dans les correctifs. Donc, je trouve que c'est très complémentaire. C'est faire prendre conscience aux gardiens très tôt qu'il ne faut pas attendre la frappe pour se mettre en action. Quand je dis se mettre en action, c'est au niveau du cerveau. C'est tout ce qui se passe avant ou ce qui va juste se passer avant. Et parce que c'est souvent, on se rend compte aujourd'hui, on le voit au très très haut niveau, c'est les erreurs techniques. Il y a des fautes techniques de gardiens, des erreurs. Mais souvent, les erreurs, elles peuvent venir d'un placement initial qui n'a pas été adapté. Là, donc on parlait des jeunes gardiens. Tu as aussi entraîné donc à l'AS Nancy-Lorraine les gardiens pro en Ligue 1. Comment on devient entraîneur des gardiens pro sans avoir été pro avant? C'était la saison 2009-2010 où j'ai intégré en cours d'année le staff. Donc du coup, moi qui étais au centre de formation, naturellement, le coach il a fait appel à celui qui était en dessous, on va dire, comme dans une hiérarchie de gardiens. C'est deux métiers différents. Le travail il est vraiment différent. Alors, le centre de formation, où on travaille sur de la durée, sur entre guillemets un garçon qui n'est pas fini. Donc comme je disais en début d'entretien, il faut oser, il faut tenter pour apprendre. Et chez les pros, on n'a plus le droit à ça. Ça l'erreur, c'est plus possible. L'erreur, c'est plus possible. Et pour l'anecdote, mon deuxième match chez les pros, un déplacement à la JOCR. Et c'est vrai que c'est des choses qui marquent dans la carrière d'un coach aussi. Et c'était Gennaro, Brasiliano à l'époque. Et je me souviens que la semaine, on travaillait un peu le jeu aérien. Et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu dans les déplacements. Donc match contre la JOCR et coup franc excentré, c'était Walter Birsa à l'époque qui était passé par Sochaux, qui était parti en Italie. Super pied gauche et il met le ballon au-dessus de Jenna et Jenna qui fait le déplacement que j'avais observé la semaine et le ballon qui va dans la lucarne derrière lui et tout de suite je me souviens à la mi-temps je me dis ça va être un axe de travail pour
pour nous. Hein, et moi, ça me donne en tout cas matière à travailler avec toi. Et du coup, on s'est fixé après des objectifs, malgré qu'on soit gardien professionnel. Ouais. On s'arrête pas, on est gardien professionnel et on fait que de la répétition. Comment dans une semaine d'entraînement, on peut tout travailler? Comment se déroule une semaine d'entraînement et même une saison? Est-ce qu'il y a une planification? Comment ça se passe? Parce que entre le jeu au pied, le jeu aérien, les séances de récupération, le physique, une semaine, c'est assez court quand même pour tout travailler. Oui, non, après il y a des dominantes en fonction des jours de la semaine. C'est vrai que même si aujourd'hui, parce que là on parle, c'était il y a 10 ans, il y a 10-15 ans en arrière, et aujourd'hui, si je redeviens entraîneur des gardiens dans un staff pro, j'aurais une autre manière de travailler. Mais c'est vrai que voilà, c'est sûr qu'au début de semaine, ça va être de la remise en route, les gammes. L'idée, c'est de refaire des déplacements, c'est le travail aérobie que le gardien a besoin, qu'on peut se dire, le gardien, C'est tranquille. c'est tranquille, mais il a besoin d'avoir un volume. Alors le volume ne va pas lui permettre d'être décisif le week-end. Hein, le volume, c'est plus ce qui va lui permettre de supporter, de répéter les charges d'entraînement et d'être frais et d'être lucide sur des instants T. Et après, plus on arrive milieu de semaine, loin du précédent match, là on va taper plus dans la force. Donc après, libre au coach de trouver des exercices où l'idée c'est de mettre minable entre guillemets le gardien qui sorte rincé. Après, il faut connaître le gardien avec le recul aujourd'hui et il y a apporter sa touche, ses convictions, mais après aussi être à l'écoute de son gardien. C'est des échanges à avoir. Alors et ça c'est important en tant que coach, c'est garder ses convictions, garder quand même ses convictions, à rester le coach qu'on est. Et pas à un moment donné jouer le rôle, jouer un autre rôle. Dans le staff de la S Nancy-Lorraine, donc tu as eu Jean Fernandez, Pablo Correa et Patrick Gabriel comme entraîneur A. Comment ça se passe, une relation entre un entraîneur des gardiens et un coach de l'équipe première sur justement le poste de gardien? Les coachs que j'ai pu croiser, avec qui j'ai pu collaborer, c'était pragmatique. C'était le gardien. Voilà, l'idée c'est qu'il fasse pas d'erreur. Et si à un moment donné, dans les périodes, s'il peut être décisif, et après libre à moi en tant que coach, de faire en sorte justement que le week-end il fasse le boulot. Il y a déjà même dans l'utilisation de la balle, c'est vrai que je le répète, c'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, on n'était pas du tout dans ce registre-là, à vouloir utiliser le gardien. On recevait un ballon. Moi, j'ai souvenir de séances dans le jeu au pied. Je faisais des fois des séances où on recevait un ballon pour la jouer une touche loin de sa ligne, d'aller chercher du gain de terrain. Tu as eu donc des gardiens expérimentés comme Gennaro Brasiliano. Tu as aussi lancé un jeune gardien. En pro, c'était Paul Nardi. Comment ça se passe, la différence la semaine entre un jeune gardien et un gardien plus expérimenté? Comment toi, en tant qu'entraîneur des gardiens, tu gères ça, cette différence d'âge et d'expérience? C'est vrai que c'est particulier parce que Paul, c'est vrai que c'est un garçon que j'ai eu en U14, U13, U14 et que j'ai retrouvé quelques années plus tard chez les pros. Et alors, naturellement, on va dire la différence d'âge et notre parcours fait que, on va dire que les choses que je mets en place, ça se faisait, on va dire, encore plus naturellement qu'un garçon comme Gennaro, où il
il fallait créer cette relation de confiance. Voilà, et la confiance avec Paul, elle était déjà présente parce que je l'avais connu avant. Donc après, c'est les matchs qui font qu'à un moment donné, on va être amené à réguler, à s'adapter. Et c'est vrai que Paul, la première année, quand il est lancé chez les pros, il est performant. Et il y a encore cette insouciance, justement, cette insouciance du jeune gardien qui croque ce qu'on lui donne, en fait. Et j'ai envie de dire que cette année-là, c'est vrai que tous les feux étaient au vert. Hein, donc, c'est la première année. C'était la première année. Parce que dans un précédent épisode, Sébastien Frey disait que la première année, lui, tous les arrêts, quand il les revoit aujourd'hui, ils étaient moins bien construits, mais c'était dans l'insouciance. Il a explosé à Cannes et après à l'Inter parce que c'était la première année et qu'il avait 17-18 ans. C'est cette année-là, ou la première saison en pro, dans tous les cas, elle est faite d'insouciance et c'est après qu'il faut gérer, c'est après que c'est plus difficile. Après, naturellement, on est attendu. On est attendu, donc, et comme c'est pour un individu et c'est aussi valable pour une équipe qui monte, qui est encore sur le coup de la dynamique de la montée, c'est souvent la deuxième année où à un moment donné, il peut avoir le contre-coup. Donc, pour un gardien, un jeune gardien, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Dans le dernier épisode, Yehvan Diouf disait qu'il avait signé très tôt son premier contrat pro, mais qu'il avait mis du temps à jouer son premier match et qu'avec le recul, il se dit que c'était quand même une bonne chose parce que il aurait, en jouant très vite, en étant très jeune, l'accumulation des matchs, ça aurait pu favoriser des pertes de concentration et ce genre de petits détails dans un match, mais qui peuvent avoir leur importance. Lancer un jeune gardien, faut pas le faire trop vite. Comment tu le juges, toi ? Alors ça, c'est pareil, c'est une histoire de maturité. Il y a des concours de circonstances. Je me souviens, Michael Landreau, quand on le voit à 17 ans contre Bastia, premier match, où il y a une succession d'indisponibilités qui ont fait qu'il a été propulsé. Mais je pense que le staff, quand ils l'ont lancé, il partait pas dans l'inconnu. Et d'ailleurs, sa carrière parle pour lui. La majorité, parce que ça reste des exceptions, la majorité des gardiens, je pense que c'est important qu'ils jouent et qu'ils franchissent des paliers en jouant. C'est pour ça que les prêts peuvent être aussi importants pour basculer, pour faire ce qu'on appelle des tremplins, pour arriver à un moment donné, quand on fait appel à toi, où voilà, tu dois encaisser, en tout cas être capable d'enchaîner. C'est vrai que faire un bon match, c'est facile. C'est facile, voilà. Ouais. Hein, tout est relatif. Mais à ce niveau-là, après, c'est la régularité. On a parlé du gardien du passé et du gardien formé actuellement. Mais si on se projette un peu, parce que bon, on peut le dire, on a déjà longtemps parlé tous les deux du poste de gardien et de ta réflexion sur le poste. Comment tu vois le gardien dans 10 ans ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans beaucoup de situations, et pas plus tard que le match de l'équipe de France contre la Grèce, où ça se termine 2-2, où le deuxième but que les Français ils encaissent, ouais. Donc où la belle reprise de volée là. Sur le ballon qui est contré, le ballon il est en l'air et après il y a la reprise de volée. Et sur cette situation, en fait, ça résume moi l'évolution, en tout cas à mon niveau, hein, toujours pareil à mon niveau. Et avant que la balle elle rentre dans le but, il y a 2 frappes où les défenseurs sont bien face à la balle. Et il y a un moment donné, le ballon il monte et il y a Fofana. On sent qu'il a une envie d'aider son gardien. Il sort sur la reprise de volée, et au moment où il y a la reprise de volée, il se retourne
Et au final, on se rend compte que le ballon, il va au fond. Et en fait, le placement, en tout cas le déplacement plutôt de Fofana, je n'ai pas l'impression que ça a aidé Brice Ouais. Samba. Parce qu'en plus de le gêner un peu, de mettre de l'activité devant lui, après il ouvre un espace de frappe, quoi, où le joueur peut s'engouffrer pour mettre le ballon. Et ça m'a fait tout de suite penser à la situation de Tchouaméni quand il marque contre l'Angleterre en Ouais. Coupe du Monde, où à un moment donné, sur la passe vers Tchouaméni, il y a Henderson et Bellingham, deux milieux de terrain, et c'est Bellingham qui sort. Bon, Bellingham, c'est un joueur qui est plus talentueux, C'est vrai. voilà. Et pareil, il le fait maladroitement, et il le fait en sortant plus sur son pied gauche. Et Tchouaméni frappe avec son pied droit, et là, il a 20, 25, il est entre 20 et 25 mètres du but. Ouais, c'est ça, ouais. Et à la vitesse après où ça va, le gardien Pickford, il est battu. Et ces situations-là, à un moment donné, me font dire déjà que le joueur le plus proche du pied, si c'est lui qui sort, comment ça peut se terminer, et en tout cas comment le gardien, peut-être à l'image d'un mur sur un coup franc, ça va peut-être lui donner l'opportunité de regarder le ballon et puis de défendre justement l'espace ouvert. Donc aujourd'hui, je suis en pleine réflexion par rapport à ce type de situation, parce que c'est récurrent. Dans une surface de réparation, il y a beaucoup de partenaires. Et en tout cas, moi aujourd'hui, l'évolution, c'est utiliser encore plus ces défenseurs pour orienter les attaquants à frapper dans une partie du but où le gardien sera disponible. Donc concrètement, ça serait de la situation du mur, ou alors on peut faire le parallèle avec le handball, c'est de avoir des joueurs qui vont défendre une partie du but par leur positionnement, et après de forcer ces joueurs-là, comme sur un mur, sur un coup franc, à forcer l'attaquant à tirer sur l'autre partie, là où le gardien il sera prêt pour réduire le but. Voilà, c'est ça. Alors après, le handball, c'est différent parce que la balle part d'une position haute. Donc après, il faudrait échanger justement avec des coachs gardiens, avec des gardiens de hand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que c'est au niveau du foot, la position des défenseurs. Alors après, ce qui va être surtout important à faire passer comme message auprès de ces défenseurs, c'est que les défenseurs, au même titre qu'un gardien, on a toujours dit, et c'est la réalité, c'est qu'au moment, à l'impact de la frappe de l'attaquant, même un petit peu avant, il faut que le défenseur, il accepte de rester fixe. Et même s'il va avoir peut-être l'impression d'avoir un temps de retard, mais le fait de vouloir encore gagner, de vouloir être en mouvement, ça peut plus perturber, pour moi en tout cas, le gardien. Après, c'est de la connexion à l'entraînement, c'est des messages à faire passer dans un vestiaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail à faire à l'entraînement. Et quand je vois certains matchs en Italie, je sais, on le sait tous, qu'il y a cette culture à bien défendre. Et quand je vois des fois des joueurs dans des postures avec le genou, on va dire un peu à l'image des gardiens, Ouais. l'histoire de croix, mais où voilà, eux ils mettent les mains derrière le dos parce que voilà, on est dans une surface de réparation, et on s'en rapproche. Quand tu parles de ta réflexion, de ton analyse, les diplômes, les livres que tu peux lire, c'est combien de pourcentage de ça? Est-ce que ta réflexion, elle vient aussi en regardant les matchs, de cette constante évolution? Tu vois, tu parlais de la Coupe du Monde 2022 qui t'a fait penser à ce but pris par l'équipe de France cette semaine. Aujourd'hui, je fais ce métier et il faut que je sois à la page. Et c'est pour ça que, en tout cas, la Ligue des Champions, qui est pour moi voilà, la compétition référence. Aujourd'hui, en tout cas, j'essaye que les mardis, les mercredis, voilà, que je puisse voir ce qui se passe au niveau du poste pour toujours être dans la recherche, dans la réflexion, parce que il faut s'inspirer
de ce qui se fait de mieux. Et aujourd'hui, la Ligue des Champions, des événements comme la Coupe du Monde, alors c'est pas tous les ans, mais voilà, c'est des événements, en tout cas, c'est des moments où on se rend compte de l'activité ou la nouvelle activité du gardien de but. Et ce qui se fait de mieux, est-ce que c'est toujours en France au niveau de la formation des gardiens et l'éclosion des gardiens, les écoles de gardiens, comme on peut appeler ça? Bon, aujourd'hui, la France fait partie encore des gardiens qui n'ont rien à envier ceux de l'extérieur. Hein. Quand je vois Mike Maignan, on a eu Hugo Lloris, aujourd'hui c'est Mike Maignan. Je pense qu'on a en tout cas un bon ambassadeur pour toute la formation française. Il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a été formé en France. Donc ça veut dire qu'on fait partie, en tout cas, des pays au même titre que l'Espagne, que l'Allemagne. Voilà, alors on va peut-être être moins en France, avoir moins une identité. Hein, c'est vrai que l'Espagne, c'est beaucoup connu pour justement le jeu au pied. L'Allemagne, les arrêts en croix. Bah, parce que Neuer l'a mis. Voilà, c'est ça. Tu le au vois avec monde. Ter Stegen. Voilà. Mais en France, je trouve que il y a une richesse. Il y a une richesse quand je vois Anthony Lopez. Dans ma tête, il y a plein de profils différents, mais avec leur identité. Et on montre en tout cas qu'on est dans le bon chemin. Tu parlais d'ambassadeurs, des ambassadeurs, c'est pour la jeune génération. La jeune génération, tu la côtoies aujourd'hui avec l'académie de gardiens que tu as créée pour justement uniquement les gardiens amateurs. Elle s'appelle l'Académie des gardiens volants. Pourquoi ce nom déjà ? Alors, gardien volant, c'est vrai qu'il y a deux choses. Bon, il y a d'abord ce goal volant qu'on connaît tous. De la cour de récré plutôt. Voilà, qui est de la cour de récré. Mais aujourd'hui, c'est faire passer ce message à mes jeunes que j'ai trop entendu sur les bords de terrain. Ne sors pas, tu vas te faire lober. Ne sors pas, tu vas te faire lober. Et ça, tu peux pas savoir comme ça. Ça me fait mal, moi, quand j'entends des choses comme ça. Et aujourd'hui, si on est gardien, c'est qu'on a choisi un poste qui nous permet d'être libre, en fait. D'avoir cette liberté de pouvoir utiliser ses mains, de pouvoir utiliser ses pieds, de pouvoir commander. Pour moi, un gardien, c'est tout sauf un gardien qui reste collé à sa ligne de but. Et d'ailleurs, chez les tout petits, parce que la difficulté des tout petits, c'est qu'il faut essayer de leur faire passer des messages, mais à travers des images. Et moi, la ligne blanche, je leur dis la ligne blanche, la ligne de but, je leur dis que c'est une branche. C'est une branche et qu'à un moment donné, l'oiseau, il va prendre du plaisir quand il va s'éloigner de cette branche. Et c'est ça, en fait. C'est se dire qu'à un moment donné, on est gardien. Si on a choisi d'être gardien, il faut oser, il faut être capable de s'aventurer, des fois de défendre une zone plutôt que de défendre le but qui est derrière soi. Donc ça, c'est la priorité. Et puis le côté volant, où à un moment donné, on ne doit pas être obligé d'être licencié dans un club. On peut être sur le club voisin. J'ai même envie, là aujourd'hui, j'ai des gamins sur certains clubs où ils font 1 heure de route pour venir sur mes séances. Et si ça, c'est pas volant aussi, alors c'est le papa ou le grand-père qui va prendre sa voiture pour emmener son enfant. Mais à un moment donné, c'est permettre à des jeunes, et là on parle pas de Ligue des Champions, de Coupe du Monde. Non, c'est les jeunes qu'on a tous été et qu'on voit tous les week-ends sur les terrains. C'est ça. Et c'est juste leur apporter un petit peu de confiance. Voilà, on n'a pas la chance d'avoir d'entraînement de gardien dans son club. Si on peut. Parce que tous les clubs n'ont pas d'entraîneur spécifique. Ça reste le parent pauvre. Hein. Et moi, ma réflexion par rapport justement à ce côté individuel et côté collectif, c'était. Parce que moi, j'ai entre 80 et 100 gardiens à gérer la semaine. Donc, pour aller les voir le week-end, c'est complexe en termes de logistique. Donc, du coup, l'idée, c'était sur une séance gardien, il fallait que je puisse les voir aussi en situation de jeu. Et c'est pour ça que moi, sur mes séances, on peut aller jusqu'à 12 gardiens. Il y a des petites parties techniques, à 3-4 gardiens. Et toujours cette notion de jeu, justement, pour
créer cette connexion avec... Alors, on est entre gardiens, mais de se mettre à la place d'un attaquant à un moment donné, ou d'être à la place du défenseur qui va se retourner, qui ne va pas rester face à l'attaquant. Voilà, c'est tout des petites choses eux, ils vont vivre la semaine, ou peut-être qu'à un moment donné, ça va les alerter encore plus pour que le week-end, ils puissent faire passer... Parce que moi, je leur dis, moi après... À un moment donné, ça, c'est vous qui transmettez tout ce que je vais vous donner sur une séance dans la semaine ou sur un stage pendant les vacances. C'est bien beau ce qu'on fait entre nous, mais à un moment donné, si on ne transfère pas ça avec ses partenaires le week-end, voilà, c'est la finalité. C'est ça. Ce côté où à un moment donné, quand je commande, quand je communique avec mon partenaire, il faut que je personnalise mon commandement. Si je dis marquage, les gars, c'est sûr qu'il y a des grandes probabilités que mes défenseurs, ils me regardent, mais qu'ils me regardent seulement, qu'ils n'agissent pas. Alors que si à un moment donné, je m'adresse à un partenaire en lui disant son prénom et où je monte mon ton de voix, à un moment donné, je pense que mon partenaire, il va plus m'aider. Et puis après, il y a l'aspect cohésion. Sur un groupe de 4 gardiens, il y a un gardien qui travaille et il y a les 3 autres qui vont avoir leur rôle à jouer sur du travail de jeu au pied. Et puis ça correspond au final un petit peu à ce qu'on vit en match. J'avais vu des études là c'était sur la Ligue des Champions 2021-2022 où il y avait 20% du poste où le gardien défend et 80% où il est en position plus d'être attaquant, soit de relancer, soit de jouer avec les pieds. D'accord. Et c'est une sacrée évolution. Parce que le gardien, c'est le premier défenseur, mais... c'est ça. Mais en même temps, dans ces 20%, c'est ce qui va lui permettre aussi d'être, entre guillemets, crédible vis-à-vis de ses partenaires. Parce que c'est là où il y a le côté décisif du poste. Et d'ailleurs, c'est l'essence du poste de gardien. Hein. On voit même dans une relation à 3 gardiens, si on prend l'équipe de France, c'est à un moment donné, il y a le numéro 1 qui joue, mais les 2 autres, ils sont importants. Et le numéro 1, pour qu'il soit dans les meilleures conditions, il faut que les 2 derrière, ça soit des vrais gardiens d'accompagnement. Et voilà, c'est un petit peu sur des petits exercices. C'est jouer aussi sur la cohésion. C'est qu'à un moment donné, il y a celui qu'on voit et il y a tous ceux qui sont autour qui ont aussi leur rôle à jouer pour le bonifier, pour le mettre en avant. Et peut-être des fois, ça va être le mettre un peu en difficulté, parce que le mettre toujours dans le confort, c'est pas forcément lui rendre service. La grande famille des gardiens. Merci Christophe d'être revenu dessus. On va passer au face-à-face. Une question, une réponse. Ok. Ton idole quand tu étais un jeune gardien de but? Alors moi, mon idole, c'était Bernard Lama. Bernard Lama, parce que il y avait ce côté félin, et surtout, il y avait aussi ce côté à vouloir conserver les ballons, à rechercher, le souvenir de rechercher David Ginola en demi-volée sur la poitrine. C'est vrai que c'est des souvenirs qui marquent quand on est jeune. Ce qui t'énerve chez un gardien de but? Alors, ce qui m'énerve chez un gardien de but, oui, alors les croix. Mais les croix, quand l'attaquant il a 10-15 mètres du gardien, ça m'énerve. Et d'ailleurs, c'est le message que je fais passer à mes goals à la préfo, c'est que moi, je préfère qu'ils prennent le but en ayant la volonté de mettre les mains, que la balle elle leur passe sous le bras, que de ne pas prendre le but en mettant le pied. Parce que la croix, c'est vraiment en face à face. Quand le gardien, quand l'attaquant est à 2 mètres. Quand t'es à moins de 2 mètres, voilà, c'est ça. Ce qui te fascine chez les gardiens de but? Ce qui me fascine, c'est vrai que c'est un mélange en fait de folie, de responsabilité. C'est surtout le mot qui me vient, c'est responsabilité. Il faut assumer toutes ces responsabilités. Donc je dirais les responsabilités où derrière nous, il y a personne. Le gardien idéal, si on doit prendre un peu de chaque gardien, le gardien idéal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu Thibaut Courtois sur la saison 2021-2022 qui avait été quand même monstrueux.
avec son grand gabarit, capable d'aller à une vitesse au sol. C'est vrai que c'était vraiment... on avait, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gardien avoir une aussi importance pour son équipe. Mais aujourd'hui, Mike Maignan, j'aime beaucoup dans ses attitudes, dans ses placements. En tout cas, c'est un bon profil pour les jeunes. Relancer à la main ou relancer au pied? La petite relance à la main ou le terrain où il va fuser sur le latéral me plaît bien. Le sport le plus complémentaire à faire en vacances? Je me suis mis au beach volley là, sur des activités avec les gamins. C'est vrai que le côté vacances, beach volley, essayer de faire remonter les balles. Je trouve que ça peut être un bon petit jeu pour les gardiens. Avec ou sans joueur au premier poteau sur les corners? Là aujourd'hui, plus au premier poteau, plus des joueurs en zone. Ouais, bien avoir des joueurs en zone. Plus deux joueurs, je dirais, plus 2 joueurs en zone devant. Le conseil que tu donnerais au jeune Christophe Miranda? Non, les jeunes, c'est oser. C'est vrai que c'est pas facile chez un jeune d'accepter de se tromper, de prendre un but. Je sais que la souffrance que ça peut apporter chez un jeune, mais c'est vraiment faire passer ce message où il faut oser, il faut tenter, et qu'à un moment donné, ça les aidera énormément pour la suite. Merci Christophe, merci d'avoir pris de ton temps pour revenir sur ta carrière et sur aussi le gardien du futur. Merci Alex, un honneur de pouvoir être présent et puis pouvoir m'inviter. Quand je vois tous les noms qui sont passés avant moi, c'était très plaisant de parler de sa passion. Merci à vous également de nous avoir écoutés, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.